La thèse que je vais vous présenter aujourd'hui s'est déroulée au laboratoire d'ingénierie pour les systèmes complexes à l'Université de Clermont-Ferrand. Elle a été dirigée par Guillaume Desfluent et financée par la région Auvergne et par l'ISPA. Ma thèse s'intitule « Initialiser et calibrer un modèle de microsimulation dynamique stochastique, application au modèle SimVillage ». Donc la question que nous sommes posées durant cette thèse est comment initialiser et calibrer un modèle de microsimulation dynamique stochastique. Et nous avons répondu à cette question en développant des outils et méthodes statistiques, en exploitant au mieux les données et en s'adaptant à celles-ci. Chacun des outils et méthodes ont été évalués indépendamment, et enfin nous avons appliqué toutes ces méthodes au modèle SimVillage. Dans cette présentation, dans un premier temps, je vais vous présenter le modèle SimVillage qui a servi de cadre applicatif aux travaux que j'ai développés durant ma thèse. Je vous présenterai ensuite les questions de recherche que nous nous sommes posées, qui sont au nombre de 4. Et je vous présenterai ensuite plus précisément 2 de ces travaux de recherche. Tout d'abord, un travail concernant la génération d'un réseau de navettage, c'est-à-dire la modélisation des déplacements domicile-travail. Et deuxièmement, une méthode permettant de calibrer les modèles de microsimulation stochastique à l'aide du calcul bayésien approché. Je finirai ensuite par vous présenter une application de tous ces travaux au modèle SimVillage, puis une synthèse et quelques perspectives. Donc, tout d'abord, le modèle SimVillage. Donc, ce modèle, à l'échelle de la municipalité, modélise l'évolution de la population en termes de taille et distribution des âges, la distribution des activités et des logements, et l'offre d'emploi liée à la présence de population. Donc, toutes ces évolutions se font donc, en interaction entre toutes les municipalités de la région considérée et sous l'effet de scénarios. Donc, ces scénarios interviennent de manière exogène dans la dynamique du modèle et ils sont liés à l'évolution du contexte. Donc, par exemple, une politique à l'échelle municipale pourrait être de créer un parc de logement dans une municipalité. Et donc ce modèle a été développé dans le cadre du projet européen Prima pour répondre à la question du devenir de la présence de population dans le rural. Est-ce que dans le futur les municipalités rurales ont tendance à voir leur population croître ou décroître? Donc, je vais maintenant vous présenter les attributs de ce modèle. Donc, c'est un modèle de microsimulation. On se base donc à l'échelle micro, et l'entité de base de notre système est l'individu. Cet individu est caractérisé par un âge, un statut au regard de l'emploi, il peut être par exemple retraité, étudiant ou actif occupé, un statut au regard de la famille, donc il peut être chef de famille, partenaire du chef de famille ou encore enfant de la famille. Et donc notre individu vit au sein d'un ménage qui est caractérisé par une taille, avec un nombre d'individus dans le ménage, et par un type. Donc ce type peut être par exemple un ménage composé d'une personne seule, une famille monoparentale, un couple sans enfants ou encore un couple avec enfants. Et donc notre ménage vit dans un logement qui est situé dans une des municipalités de la région considérée. Si on revient maintenant à notre individu, si c'est un actif occupé, il possède un emploi. Cet emploi va être caractérisé par un secteur d'activité, donc en France primaire, secondaire ou encore tertiaire, et par une catégorie socio-professionnelle, avec par exemple agriculteur, artisan, ouvrier. Et donc cet emploi va être situé soit dans la municipalité de résidence de notre individu, soit à l'extérieur de celle-ci. Je vais maintenant vous présenter une représentation schématique du modèle SimVillage. Donc nous avons notre région, donc, en 1990, représentée par une population synthétique. C'est l'état initial de notre système. Donc, la région est représentée donc, par l'ellipse bleue. Dans cette région, nous avons 4 municipalités, et dans chacune de ces municipalités, nous avons une population synthétique, représentée par des individus, un ménage, des logements et des emplois. Ces emplois peuvent se situer soit dans la région, soit à l'extérieur de la région. Et donc toujours dans l'état initial de ce système en 1990, nous avons dû assigner un emploi à chaque actif occupé. Donc cet emploi peut être soit dans la municipalité de résidence de l'individu, soit dans une autre municipalité de la région, ou encore à l'extérieur de la région. Et donc toujours dans cet état initial, nous avons un stock potentiel de migrants qui peuvent entrer dans le modèle durant la dynamique de celui-ci. Donc je vais maintenant vous présenter rapidement des processus durant la dynamique du modèle. Donc, par exemple, un individu peut migrer dans la région et se mettre en couple avec un individu déjà présent. On obtient ainsi un couple sans enfant.
Un ménage peut décider de quitter la région, tout simplement pour une question de taille de logement ou d'emploi, et laisse ainsi donc un logement vacant dans une municipalité. Un couple peut se séparer avec une certaine probabilité. Nous obtenons ainsi deux ménages. Un ménage composé d'une personne seule qui est allée dans le logement vacant, donc dans la municipalité à côté, et une famille monoparentale. Donc les couples peuvent avoir des enfants, et donc durant la dynamique, les individus vont vieillir. Donc le pas de temps de notre système est à l'année. Chaque année, les individus vieillissent. Les individus ont aussi une certaine probabilité de mourir. Ils peuvent trouver un emploi, ils peuvent aussi perdre un emploi, et enfin, sous l'effet de scénario, on peut donc décider de créer un logement dans une municipalité. Donc, voilà pour la dynamique. Donc il faut bien comprendre que les processus sont stochastiques, c'est-à-dire qu'il y a une part d'aléa et une certaine probabilité de se séparer, de se mettre en couple, de mourir, ce qui va faire que chaque exécution du modèle va donner un résultat unique. Donc, et nous nous sommes posés un certain nombre de questions autour des modèles de microsimulation dynamique stochastique et en particulier le modèle SimVillage. Tout d'abord pour la génération du modèle, c'est-à-dire paramétrer le modèle, créer un état initial, nous avons dû donc extraire l'information des données et avec un modèle créer une population synthétique. Et donc les données que nous n'avons pas pu, les informations que nous n'avons pas pu directement extraire des données, nous devons les calibrer. C'est-à-dire on va utiliser indirectement les données pour calibrer les paramètres inconnus de notre modèle. Donc je vais maintenant vous présenter les questions de recherche que nous nous sommes posées. Donc elles sont au nombre de 4. On s'est tout d'abord demandé comment générer une population synthétique à partir de données agrégées sans échantillon initial. C'est-à-dire que nous n'avons pas de données en 1990, nous avons été obligés d'implémenter un algorithme permettant donc de générer une population synthétique, n'utilisant pas d'échantillon initial. Dans le même ordre d'idée, nous avons dû assigner un lieu de travail à chaque individu, et pour ça nous avons simulé un réseau de navettage. Là encore, à partir de données agrégées, car nous n'avions pas de données détaillées, donc en 1990. La troisième question que nous nous sommes posée, donc plus dans la dynamique du modèle, était le nombre d'emplois qu'un habitant va générer, c'est-à-dire le nombre de services de proximité essentiellement dû à la présence de population. Nous avons dû créer un modèle pour extraire cette information des données. Et enfin, la quatrième question porte sur la calibration des modèles de microsimulation dynamique stochastique en utilisant le calcul bayésien approché. Donc, par souci de temps, je vais vous présenter plus en détail deux de ces questions. Tout d'abord, la question de la génération d'un réseau de navettage à partir de données agrégées. Et ensuite, la question de la calibration des modèles de microsimulation dynamique stochastique à l'aide du calcul bayésien approché. Donc tout d'abord, la génération d'un réseau de navettage. Donc, je vais tout d'abord vous présenter les motivations, je vous présenterai ensuite le modèle que nous avons développé, la calibration du paramètre de ce modèle, et enfin une comparaison de notre modèle avec un modèle présent dans la littérature. Donc je vous répète la question, je vous rappelle la question, comment générer un réseau de navettage à partir de données agrégées. Donc on va considérer un exemple avec une région composée de 3 objets. Donc ces objets vont être, on va considérer que ce sont des municipalités. On va se placer à l'échelle de la municipalité. Nous avons une municipalité A, B et C. Pour tout couple de municipalités, on a un certain nombre d'individus qui vivent dans une municipalité et travaillent dans une autre. On appelle ça le navettage. Et on a donc ces relations entre toutes les municipalités de la région et dans tous les sens. Notre question est comment estimer le nombre d'individus qui vont d'une municipalité, qui vivent dans une municipalité et travaillent dans une autre. Et pour répondre à cette question, nous disposons de 3 types de données agrégées. Tout d'abord, le nombre de navetteurs sortants, c'est-à-dire le nombre d'individus vivant dans la municipalité A et travaillant à l'extérieur de la municipalité A, le nombre de navetteurs entrants, c'est-à-dire le nombre d'individus vivant à l'extérieur et travaillant dans cette municipalité, et enfin, donc nous avons ces données pour toutes les municipalités de la région, et enfin nous avons la distance intercommunale, obtenue à l'aide des latitudes et longitudes. Nous avons pu calculer une distance euclidienne entre toutes nos municipalités. Et donc la question est, à partir de ces 3 types de données agrégées, d'estimer le nombre d'individus vivant dans une municipalité et travaillant dans une autre. Donc pourquoi faire cela? Parce que, par exemple, pour la France, en 1999, nous avons les données détaillées de ce réseau de navettage. Mais en 1990, nous avons seulement les données agrégées. Et donc on peut trouver plusieurs modèles dans la littérature qui peuvent répondre à cette question, notamment les modèles de gravité.
Mais le problème avec ces modèles, c'est qu'ils ne sont pas très flexibles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément rajouter des municipalités à l'extérieur de la région. Donc les individus sont obligés de vivre et travailler dans la région. Et ils ont aussi un paramètre à calibrer sur les données détaillées, ce qui n'est pas le cas pour notre modèle, donc je vais maintenant vous le présenter. Donc on reprend notre exemple, nous avons donc nos 3 types de données agrégées. Nous avons donc 9 individus à placer, 5 navetteurs sortants pour la municipalité A, 1 pour la municipalité B et 3 pour la municipalité C. On va donc pouvoir initialiser notre réseau, donc avec des flux initialisés à 0. Et on peut remarquer que pour la municipalité C, nous n'avons pas de flux entrant, tout simplement parce qu'il n'y a pas de navetteur entrant dans cette municipalité. Donc je vais maintenant vous montrer comment placer un individu parmi les 9. Donc notre algorithme est itératif et on va placer chacun des individus un par un. Donc pour placer un individu, on va tout d'abord choisir aléatoirement une municipalité. Nous avons une chance sur 3, imaginons qu'on choisisse la municipalité A. Je vais maintenant donc vous montrer comment placer un individu donc, parmi les 5, et on va devoir choisir entre la municipalité B et la municipalité C pour le lieu de travail. Et pour ça, on va utiliser une probabilité d'aller de la municipalité A vers toutes les municipalités de la région. Donc cette probabilité est proportionnelle au nombre de navetteurs entrants, donc l'offre, donc de 7 pour la municipalité B et de 0 pour la municipalité C. Et cette probabilité est inversement proportionnelle à la distance, modélisée par une fonction exponentielle avec un paramètre bêta que nous devons calibrer. Et donc on remarque que plus la municipalité possède de navetteurs entrants, plus elle est attractive, plus la distance entre les municipalités est grande, moins la municipalité est attractive. Donc dans cet exemple, on choisit naturellement la municipalité B, tout simplement parce qu'il y a 0 navetteur entrant dans la municipalité C. Donc nous avons choisi notre municipalité, on a donc un individu de plus sur le flux, un navetteur sortant de moins à placer pour la municipalité A, un navetteur entrant de moins à placer pour la municipalité B, et on a ainsi plus que 8 individus à placer. On va répéter ce processus jusqu'à temps que tous nos individus soient placés dans les municipalités. Et on obtient ainsi un réseau de navettage simulé. Donc cet algorithme, enfin ce modèle est stochastique, puisque la probabilité, donc nous allons choisir les municipalités, donc le lieu de travail avec une certaine probabilité, et nous avons un paramètre bêta à calibrer. Je vais maintenant vous montrer comment nous avons calibré ce paramètre. Donc pour calibrer ce paramètre, nous allons choisir la valeur de bêta qui maximise l'ajustement entre le réseau simulé obtenu avec notre modèle et le réseau observé dans les données. Donc nous allons tout d'abord calculer le nombre de navetteurs en commun entre les deux réseaux. Donc par exemple, ici, donc, le nombre de navetteurs en commun donc, pour ce flux-là, c'est 4, puisque nous avons su retrouver 4 navetteurs sur ce flux. Et nous pouvons calculer ça pour chaque flux, on obtient ainsi 7 navetteurs en commun entre les deux réseaux. Et on va calculer notre indicateur qui va être la proportion de navetteurs en commun. C'est-à-dire 7 navetteurs en commun sur le nombre total de navetteurs. On obtient ainsi une valeur de 0,78. Ce qui signifie donc dans cet exemple très simple qu'on a été capable de reproduire 78% du réseau observé. Et donc pour calibrer la valeur de bêta, donc par exemple avec l'exemple de l'Auvergne à l'échelle de la municipalité, on va calculer la proportion de navetteurs en commun pour plusieurs valeurs de bêta. Comme notre algorithme est stochastique, on va simuler plusieurs réseaux, calculer une proportion de navetteurs en commun moyenne, minimale et maximale. Donc, comme on peut le voir sur cet exemple, le minimum et le maximum, quand on peut les voir, sont très proches de la moyenne. Ce qui signifie que la stochasticité a très peu d'impact sur notre indicateur. Et donc pour la calibration, on va choisir la valeur de bêta qui maximise notre indicateur. Dans le cas de l'Auvergne, on obtient une valeur de bêta inférieure à 2 10 puissance moins 4 qui correspond à une proportion de navetteurs en commun de 0,75. Ce qui signifie qu'avec un bêta calibré, on est capable de reproduire 75%, les 3/4 du réseau observé. Et donc on a effectué cette calibration de bêta pour 80 régions provenant de pays et étant à des échelles différentes. Donc nous avons pour la France des régions à l'échelle de la municipalité, à l'échelle du canton et à l'échelle du département. Pour les États-Unis, nous avons des régions à l'échelle du comté. Pour l'Italie, nous avons des régions à l'échelle de la municipalité et de la province. Et enfin, nous avons une région de République tchèque à l'échelle de la municipalité. Et donc, on a calculé la proportion de navetteurs en commun pour ces 80 régions, une fois que la valeur de bêta a été calibrée. Et on obtient donc en moyenne 0,78 navetteurs
toute région confondue, une valeur de la proportion de navetteurs en commun de 0,8. C'est-à-dire que pour toutes ces régions, en moyenne, on a été capable de reproduire 80% du réseau observé à l'aide de notre algorithme. Et donc à ce stade de la présentation, on peut se poser une question. Quel est l'intérêt d'avoir construit un modèle qui utilise des données agrégées si on est obligé d'avoir des données détaillées pour le calibrer? Et pour répondre à cette question, nous avons réussi à trouver une relation log linéaire entre la valeur de bêta calibrée et une caractéristique de la région. La caractéristique de la région utilisée donc, est la surface moyenne de l'objet considéré. Donc, pour bien comprendre ce qu'est cette surface moyenne, par exemple pour l'Auvergne, à l'échelle de la municipalité, la surface moyenne est de 15 km². À l'échelle du canton, on obtient 150 km² et à l'échelle du département, 5000 km². Donc, plus notre surface moyenne de l'objet considéré est grande, plus la valeur de bêta est petite. Ce qui signifie que plus la superficie est grande, moins la distance a d'importance. Donc on obtient une relation qui permet d'estimer la valeur de bêta sans passer par la calibration sur données détaillées, directement à l'aide de ces caractéristiques. Et il nous faut maintenant valider cette relation, c'est-à-dire prouver que si on estime la valeur de bêta avec cette relation, on obtient une proportion de navetteurs en commun équivalente à la valeur qu'on a obtenue en calibrant bêta directement sur les données détaillées. Donc pour faire cela, on va réaliser une validation croisée. Donc on a nos 80 régions, on va choisir aléatoirement 2/3 de ces régions, donc imaginons qu'on ait choisi ces régions-là, qu'on soit tombé sur ces régions-là. On va construire le modèle juste sur ces 2/3, sur le 2/3 de régions. Donc on obtient une droite de régression. Et donc pour, par exemple, une région des États-Unis à l'échelle du comté, on va pouvoir estimer la valeur de bêta à l'aide de la relation. Et comme on avait les données détaillées pour cette région, on connaît la valeur de bêta calibrée, on a aussi la valeur de bêta calibrée. Donc on va répéter ce processus un grand nombre de fois pour obtenir à peu près 3000 estimations de valeur de bêta par région. Et donc par exemple pour notre région des États-Unis, on peut calculer la valeur de la proportion de navetteurs en commun obtenue avec le bêta estimé, c'est-à-dire là on a fait comme si nous n'avions pas de données détaillées, et la valeur de proportion de navetteurs en commun obtenue avec la valeur de bêta calibrée. Comme on peut le voir pour cette région, ces deux valeurs sont équivalentes. C'est-à-dire que si on avait directement utilisé notre modèle et qu'on avait donc utilisé la relation pour estimer la valeur de bêta, on aurait obtenu des résultats équivalents à la calibration directement de bêta directement sur les données détaillées. Donc on a réalisé ça pour les 80 régions et on s'aperçoit, donc pour chacune de ces régions, que la proportion de navetteurs en commun obtenue avec la valeur de bêta estimée est équivalente à celle obtenue avec la valeur de bêta calibrée. Et donc on a comparé notre modèle, donc que l'on peut considérer sans paramètres, au moins sur les 80 régions, avec un modèle sans paramètres présent dans la littérature. Donc nous avons décidé de comparer avec le Radiation Model, donc qui est un modèle proposé par Simini et ses collègues en 2012 dans la revue Nature. Et donc ce modèle n'est pas stochastique, c'est un modèle analytique et il va nous permettre, à partir de données agrégées et sans paramètres, d'estimer le nombre moyen d'individus vivant dans une municipalité I et travaillant dans une municipalité J. Et donc les données agrégées utilisées sont la population de la municipalité I, la population de la municipalité J et le nombre d'individus vivant dans un disque de centre la municipalité I et de rayon la distance euclidienne entre la municipalité I et la municipalité J. Et donc nous avons utilisé ce modèle pour calculer et nous avons calculé la proportion de navetteurs en commun avec ce modèle pour nos 80 régions. Et nous avons comparé avec les résultats obtenus à l'aide de notre modèle. Donc on retrouve en noir les triangles noirs, donc la proportion de navetteurs en commun obtenue avec la valeur de bêta estimée, en rouge avec la valeur de bêta calibrée, et les triangles bleus représentent la proportion de navetteurs en commun obtenue avec le Radiation Model. Donc au moins sur cet indicateur et pour ces 80 régions, on a montré que notre modèle permettait d'obtenir toujours une proportion de navetteurs en commun meilleure que le Radiation Model. Donc on obtient en moyenne une valeur de 0,8 avec notre modèle et de 0,4 avec le Radiation Model. Donc pour conclure, nous avons donc notre modèle que nous avons testé sur 80 régions différentes en termes de taille et d'échelle. Nous avons
estimé la valeur de bêta donc à l'aide d'une régression log linéaire. Nous avons testé cette estimation de bêta sur nos 80 régions. Et enfin, nous avons comparé les résultats obtenus avec notre modèle avec ceux obtenus avec le radiation model. Donc je vais maintenant vous présenter le deuxième travail de recherche que je vous présente aujourd'hui, donc l'estimation de paramètres avec le calcul bayésien approché. L'idée est de calibrer les modèles de microsimulation dynamique stochastique en utilisant le calcul bayésien approché. Donc je vais tout d'abord vous présenter les motivations. Je vous présenterai ensuite la méthode Approximate Bayesian Computation classique. Ensuite, un algorithme a été proposé en 2009, donc l'ABC Population Monte Carlo. Il a servi de base de réflexion à notre travail. Et je vous présenterai, donc je vais vous présenter cet algorithme, et je vous présenterai ensuite l'algorithme que nous avons proposé à partir de cet algorithme-là. Et enfin, je vous proposerai une conclusion. Donc je vous rappelle la question: comment calibrer un modèle de microsimulation dynamique stochastique avec le calcul bayésien approché? Donc nous avons notre état initial en 1990, donc l'état initial x0. Donc cet état initial est en adéquation avec les données observées. Donc c'est un point de départ fiable pour notre calibration. On va ensuite simuler le modèle. Donc on obtient des données simulées, obtenues donc à l'aide de notre modèle et d'un paramètre inconnu θ qui provient d'un espace grand θ. Comme notre modèle est stochastique, si on exécute une nouvelle fois le modèle, toutes choses égales par ailleurs, on obtient une trajectoire différente de la première. Si maintenant on prend une nouvelle valeur θ prime, on obtient un nouveau jeu de données simulées représenté par une trajectoire, et là encore, bien sûr, nous avons donc toujours cette stochasticité. Et donc l'idée, ça va être de sélectionner les valeurs de paramètres produisant des données simulées proches des données observées, c'est-à-dire minimisant la distance entre les données simulées D' et les données observées D. Et c'est exactement ce que fait la méthode Approximate Bayesian Computation que je vais maintenant vous présenter. Donc on part avec une distribution a priori, c'est-à-dire dans notre cas elle est uniforme, nous n'avons aucune idée de la valeur de notre paramètre. Nous connaissons juste la valeur minimale et maximale. Toutes les valeurs de paramètres dans cette distribution sont pour nous équiprobables. Et notre but est d'arriver donc à la distribution a posteriori, qui dans le cadre bayésien est la distribution des paramètres du modèle, sachant les données observées, ou du moins sachant que la distance entre données simulées et données observées est inférieure à un seuil de tolérance epsilon. Donc comment fonctionne cet algorithme? On va tout d'abord simuler une valeur θ étoile dans la distribution a priori. On va ensuite simuler le modèle à l'aide de cette valeur de paramètres. Donc on voit ici qu'on obtient donc des données simulées très proches des données observées. Et donc on obtient une distance entre données simulées et données observées qui va être inférieure à un seuil de tolérance epsilon que nous avons prédéterminé. On va donc accepter cette valeur de paramètre et on dira que la valeur de paramètre θ étoile satisfait le seuil epsilon. Si ensuite nous prenons une nouvelle valeur de paramètre, tirée aléatoirement dans la distribution a priori, et que là nous obtenons des données simulées très loin des données observées, on va rejeter cette valeur de paramètre et on dira que la valeur de paramètre ne satisfait pas le seuil de tolérance epsilon. On va répéter ce processus jusqu'à obtenir un échantillon de la taille désirée. Et donc on obtient un échantillon provenant d'une estimation de la distribution a posteriori, c'est-à-dire la distribution des valeurs de paramètres, sachant les données observées. Donc cet algorithme fonctionne bien, il a deux problèmes. Tout d'abord, le nombre de simulations requis. On peut avoir besoin d'un grand nombre de simulations, ce qui est un problème pour nos modèles de microsimulation dynamique stochastique qui sont très coûteux en tant que calcul. Et enfin, le deuxième problème est la détermination de ce seuil de tolérance epsilon. Vu qu'on veut le fixer, on n'a pas d'idée a priori de la valeur de ce seuil. Donc plusieurs algorithmes ont été proposés dans la littérature pour minimiser le nombre de simulations. Et nous nous sommes basés sur la méthode ABC Population Monte Carlo, donc qui a été proposée par Beaumont et ses collègues en 2009. Donc on a toujours notre distribution a priori, et on a notre distribution a posteriori. Donc le but de l'algorithme, ça va être d'obtenir n valeurs de paramètres qui satisfont un seuil cible epsilon t. Et pour atteindre ce seuil de tolérance, nous allons donc fixer une séquence décroissante de seuils de tolérance, donc epsilon 1, epsilon 2, etc.,
jusqu'à atteindre epsilon t. Donc chacune de ces valeurs correspondent à des distributions intermédiaires. Donc on veut tout d'abord avoir n valeurs de paramètres qui satisfont epsilon 1, puis n valeurs de paramètres qui satisfont epsilon 2, etc., jusqu'à temps qu'on ait atteint notre cible. Donc on va partir avec la méthode ABC classique, on va tirer dans la distribution a priori des valeurs de paramètres jusqu'à ce qu'on obtienne n valeurs de paramètres qui satisfont epsilon 1. Pour passer de cette distribution à la deuxième distribution, on va tirer aléatoirement une valeur de paramètre, on va la faire bouger à l'aide d'un noyau, et si cette nouvelle valeur de paramètre satisfait le seuil epsilon 2, alors on va la conserver, sinon on va la rejeter, et on va répéter ce processus jusqu'à ce qu'on obtienne n valeurs de paramètres qui satisfont le seuil epsilon 2. Donc je reviens maintenant sur ce poids. On doit pondérer chacune des valeurs de paramètres tout simplement parce que Beaumont et ses collègues ont montré que cet algorithme engendrait un biais. Donc je vous explique ce biais. Si on prend cette valeur de paramètre-là, elle n'a pas été tirée dans la distribution a priori comme dans la méthode ABC classique, mais elle a été tirée dans la distribution précédente. Donc pour corriger ce biais, on dira que le poids va être égal à la probabilité qu'une valeur de paramètre ait été tirée dans la distribution a priori, divisée par la probabilité que la valeur de paramètre ait été tirée dans la distribution précédente. Je reviens maintenant aussi sur le noyau, pardon. Donc ce noyau est un noyau gaussien, c'est-à-dire pour faire bouger une valeur de paramètre, on va utiliser une loi normale, donc centrée sur notre valeur de paramètre. Et cette loi normale a pour écart-type 2 fois l'écart-type de l'échantillon précédent. Donc là encore, c'est un résultat théorique qui a été démontré par Marc Beaumont et ses collègues dans son papier, dans leur papier. Donc l'écart-type ou la matrice de variance-covariance. Et donc, pour revenir à notre algorithme, on va continuer le processus jusqu'à ce qu'on atteigne notre valeur cible et qu'on obtienne n valeurs de paramètres qui satisfont epsilon t. Donc cet algorithme permet de minimiser le nombre de simulations, mais il pose encore plusieurs problèmes pour nos modèles de microsimulation dynamique stochastique. Tout d'abord, comment contrôler le nombre de simulations? Là, à chaque itération, nous ne contrôlons pas ce nombre. Comment déterminer la séquence décroissante de valeurs de seuil de tolérance? Et donc si on arrive à trouver un moyen qui détermine la valeur epsilon donc en ligne pendant l'algorithme, quand arrêter cet algorithme? Donc c'est pour répondre à ces questions qu'on a proposé un algorithme qui est une version adaptative de l'algorithme présenté précédemment. Donc on a toujours au départ notre distribution a priori, et on va tirer aléatoirement n valeurs de paramètres à l'aide d'un hypercube latin. Donc il faut imaginer que nos paramètres possèdent plusieurs dimensions. Donc pour bien couvrir l'espace des paramètres au départ, on va utiliser un hypercube latin. On obtient ainsi n valeurs tirées dans la distribution a priori. Et on va ensuite sélectionner les n alpha meilleures valeurs de paramètres au sens de la distance entre données simulées et données observées. Donc la valeur alpha est un paramètre de notre modèle qui est compris entre 0 et 1. Et donc on va ensuite obtenir n alpha valeur de paramètres et on va naturellement déterminer le seuil epsilon 1 comme étant le maximum de ces n alpha distances. Donc on peut voir aussi epsilon 1 comme étant le quantile d'ordre alpha des n premières distances. Donc pour fixer les idées, si on veut n alpha égale 1000 valeurs de paramètres, on peut choisir une valeur de alpha égale à 0,5, on obtient ainsi une valeur de n égale à 2000, et donc on a 2000 valeurs de paramètres au départ, on va sélectionner les 1000 meilleures au sens de la distance, et on va dire que epsilon est on peut le voir soit comme le maximum de ces 1000 distances, soit comme la médiane des n distances de départ. Donc on va ensuite tirer aléatoirement et faire bouger n alpha valeur de paramètres. Donc on a utilisé un poids et un noyau équivalent à ceux présentés dans l'algorithme précédent. Et donc associé à ces n alpha valeurs de paramètres, on a une proportion, on peut calculer la proportion de valeurs de paramètres acceptées. C'est-à-dire parmi les n alpha nouvelles valeurs de paramètres, quelle est la proportion de valeurs de paramètres qui satisfont le seuil epsilon 1. On va ensuite concaténer donc notre échantillon de départ et le deuxième pour obtenir n valeurs, un échantillon de n valeurs de paramètres. Et on va répéter le processus en sélectionnant les n alpha meilleures valeurs de paramètres. Et donc on obtient une nouvelle distribution
avec un nouveau seuil epsilon 2, donc calculé de la même manière que précédemment. Et on peut s'apercevoir que epsilon 2 va toujours être inférieur ou égal à epsilon 1. Pour s'en rendre compte, prenons un cas extrême où la proportion de valeurs de paramètres acceptées est nulle. C'est-à-dire que parmi les n-alpha nouvelles valeurs de paramètres, aucune ne satisfait epsilon 1. On obtient ainsi la deuxième distribution qui est exactement la même que la première, et on obtient donc epsilon 1 égale epsilon 2. Et donc ce cas extrême nous donne une idée du critère d'arrêt. On va arrêter l'algorithme quand la proportion de valeurs de paramètres acceptés est inférieure à un seuil prédéterminé, donc qui est un paramètre de notre algorithme, donc critère d'arrêt. Et donc si on choisit ce critère d'arrêt assez petit, ça veut dire qu'on aura très peu de nouvelles valeurs de paramètres pour renouveler notre échantillon, ce qui signifie que notre échantillon sera identique quasiment identique d'une itération à une autre, et on estime que notre algorithme a convergé. Donc nous avons répondu aux trois questions que nous étions posées. Nous avons n-alpha simulation à chaque itération. On a déterminé donc en ligne la valeur du seuil de tolérance epsilon comme étant le quantile d'ordre alpha des n distances données. Et enfin, nous avons proposé un critère d'arrêt en arrêtant l'algorithme quand la proportion de valeurs de paramètres acceptées est inférieure à un seuil prédéterminé. Donc je vais maintenant vous montrer les résultats qu'on obtient sur un exemple jouet. Donc cet exemple jouet est une mixture de gaussienne. Donc en noir, on a la distribution théorique. Et en gris-bleu, on a la histogramme ou la distribution obtenue à l'aide de notre algorithme. Donc c'est notre exemple jouet, et on s'est dit qu'on allait donc réaliser un échantillon de taille 5000, n-alpha égale 5000, prendre une valeur de alpha égale à 0,5, ce qui correspond donc à une valeur de n égale à 10 000. Et donc on a calculé en abscisse le nombre de simulations requis pour une exécution de notre algorithme, et on a ordonné la distance L2 entre la distribution théorique et la distribution que nous avons estimée à l'aide de notre algorithme. Donc en violet, on peut voir les résultats obtenus avec un critère d'arrêt égal à 0,2, en vert un critère d'arrêt égal à 0,1, en orange un critère d'arrêt égal à 0,05, et enfin en bleu un critère d'arrêt égal à 0,01. Donc plus le critère d'arrêt est petit, plus on fait d'itération, et donc plus on a de simulation, et plus la distance L2 entre données distribution simulée et distribution théorique est faible. Et donc si on compare maintenant les résultats obtenus avec notre algorithme avec ceux obtenus avec l'algorithme de Marc-Beaumont, donc là on a calculé pour chaque itération de l'algorithme de Marc-Beaumont le nombre de simulations et la distance L2. Et donc on s'aperçoit qu'on arrive à atteindre la même valeur de distance L2 avec 2 fois moins de simulations. Donc ici c'est une échelle logarithmique. Je vais maintenant vous présenter les résultats obtenus avec 2 autres algorithmes proposés dans la littérature, que je ne vous ai pas présentés donc par un souci de temps. On a tout d'abord l'algorithme proposé par Pierre Delmoral et ses collègues en 2012. Et là encore, on voit donc qu'on obtient une valeur L2 inférieure pour un nombre de simulations équivalent, ou encore une valeur de L2 inférieure pour un nombre de simulations beaucoup plus grand pour l'algorithme de Pierre Delmoral. Et pour l'algorithme de Drovandy et Petit, proposé en 2011, on obtient le même genre de résultat. On a réussi à atteindre la cible, dans ce cas-là, avec 8 fois moins de simulations, au moins sur cet exemple-là. Donc pour conclure, nous avons donc minimisé le nombre de simulations requis pour exécuter la calibration du modèle avec le calcul bayésien approché. Nous avons déterminé en ligne la valeur de epsilon. On a proposé un critère d'arrêt. Et donc je ne vous l'ai pas présenté ici, mais on a montré que à l'aide de ce critère, avec ce critère d'arrêt, l'algorithme convergeait tout le temps. C'est-à-dire même si on fixe un critère d'arrêt égal à 0, notre algorithme va tout le temps s'arrêter. Et enfin, nous avons comparé notre algorithme aux autres algorithmes présents dans la littérature. Donc je vais maintenant vous présenter une application de ces travaux au modèle SimVillage. Donc l'application du modèle SimVillage au département du Cantal, donc représenté par 260 municipalités. On a 8 paramètres à calibrer, et nous avons calibré ces 8 paramètres sur 8 indicateurs. Donc les paramètres sont par exemple le nombre moyen d'enfants par femme, je vous les présenterai donc tous par la suite, et les 8 indicateurs, donc on a par exemple la pyramide des âges à l'échelle du Cantal. Donc notre année de départ pour le modèle est 1990, et donc là en 1990 on a créé une population synthétique qui est en adéquation avec les données observées. Donc c'est un point de départ fiable pour notre calibration.
On a ensuite 2 années de calibration, 1999 et 2006, correspondant au recensement de la population effectué par l'INSEE. On a un temps moyen par simulation qui est de 1 minute, avec le modèle SimVillage. Donc les paramètres du modèle, donc ils sont au nombre de 8. On a tout d'abord le nombre moyen d'enfants par femme par année, donc qui est modélisé par une droite qui évolue dans le temps. Donc, nous avons la pente et l'intersection de cette droite à calibrer, un indice de satisfaction du logement, une probabilité pour 2 individus donc, de se mettre en couple, un nombre d'essais par an pour se mettre en couple, une probabilité pour 2 individus de se séparer, un seuil de proximité qui va nous dire donc en kilomètres si on peut considérer une destination comme lointaine ou proche, et enfin une probabilité pour les grandes municipalités de satisfaire la demande de logement d'un ménage. Et donc nous allons calibrer ces 8 paramètres sur 8 statistiques résumantes. Donc on ne va pas utiliser l'ensemble des données simulées et l'ensemble des données observées. Nous avons donc résumé ces données en 8 statistiques qui sont censées, ou supposées plutôt, être suffisantes pour résumer les données. Donc on a 4 statistiques, donc en 1999 et en 2006. On a donc la pyramide des âges à l'échelle du Cantal, le nombre d'habitants par commune, le solde migratoire entre 2 dates de recensement à l'échelle du Cantal et le nombre de migrations internes donc dans notre région entre 2 dates de recensement encore à l'échelle du Cantal. Et donc on a calculé la distance entre statistiques simulées et statistiques observées. Et comme notre valeur de epsilon est représentée par un scalaire, nous devons réduire nos 8 dimensions à 1 dimension. Et pour ça, nous avons calculé une cible qui est la somme de toutes ces distances, renormalisée par la distance moyenne obtenue avec les n premières valeurs de paramètres obtenues avec l'hypercube latin. Pourquoi on renormalise? Tout simplement parce que nos distances ne s'expriment pas dans la même unité. Et donc on va calibrer nos 8 valeurs de paramètres donc, sur cette cible. Donc l'implémentation et l'exécution du modèle, donc on va partir avec n égale 2000 valeurs de paramètres. On va retenir les 1000 meilleures valeurs de paramètres et à chaque itération, on va calculer 1000 nouvelles valeurs de paramètres. On va arrêter l'algorithme quand la proportion de valeurs de paramètres acceptées est inférieure à 0,01, donc c'est un critère d'arrêt assez faible, mais on veut être sûr que notre algorithme est convergé. On a le langage utilisé qui est Java. Le logiciel utilisé pour l'implémentation de l'algorithme est OpenMol. Donc ce logiciel permet de différencier les tâches dans l'algorithme de calibration, ce qui permet d'en paralléliser certaines. Par exemple, quand on va effectuer 1000 simulations à chaque itération, on va dispatcher ces 1000 simulations sur un cluster de 24 nœuds. Et donc la durée moyenne de l'exécution de cet algorithme est de 4 jours. Tout en sachant qu'une simulation dure 1 minute et qu'on a choisi un critère d'arrêt assez faible. Donc pour un résultat d'exécution de cet algorithme, on peut observer l'évolution de la proportion de valeurs de paramètres acceptées. Donc au cours de l'algorithme, à chaque itération, on a une valeur de proportion de valeurs de paramètres acceptées. Et notre algorithme s'arrête quand cette proportion est inférieure à 0,01. Dans le même ordre d'idée, on a l'évolution du seuil de tolérance epsilon. Et donc là, on obtient une courbe décroissante, et on peut remarquer que chaque valeur de epsilon est toujours inférieure ou égale à la valeur précédente. Et donc à la 115e itération, donc après 115 000 simulations, on obtient une estimation de la densité a posteriori. Donc on est parti de nos distributions uniformes obtenues avec un hypercube latin, et on arrive à cette estimation de la densité des valeurs de paramètres, sachant les données. Donc j'ai représenté cette distribution, cette densité pour chaque valeur de paramètres. Donc on peut observer que pour certains paramètres, on a très bien convergé, et pour d'autres, un peu moins. Donc c'est un travail en cours, mais on peut se poser la question de la suffisance des statistiques. Est-ce que les statistiques sont suffisantes pour résumer les données et ainsi bien estimer la valeur du paramètre? Bon, tout en sachant que c'est possible aussi que dans leur zone de variation, les paramètres n'aient pas d'impact dans le modèle, jusqu'en 2006 au moins. Donc, et associé à ces distributions, on a les statistiques résumantes, donc au nombre de 4. En rouge, on a les données simulées obtenues à l'aide de nos 1000 valeurs de paramètres. Donc on a une valeur moyenne, un minimum et un maximum. Et en bleu, on a les données observées par l'INSEE. Donc on peut observer un bon ajustement pour la pyramide des âges. Pour le nombre d'habitants par commune,
je ne pouvais pas représenter les 260 valeurs, j'ai donc calculé l'erreur relative, toutes communes confondues et toutes valeurs de paramètres confondues. On obtient une erreur relative médiane inférieure à 0,1. Et pour le solde migratoire et le nombre de migrations internes, là encore, on obtient une bonne adéquation entre données simulées et données observées. On obtient le même genre de résultat en 2006. Et donc à ce stade-là, on a notre population donc, synthétique en 1990 qui est conforme aux données. On a sélectionné les trajectoires nous permettant de passer le plus proche possible des données en 1999 et en 2006, donc le plus proche possible de ces statistiques résumantes. La question qui reste en suspens est l'évaluation du modèle. Et donc pour évaluer ce modèle, on pourrait imaginer regarder les valeurs simulées obtenues sur des distributions qui n'ont pas servi dans le processus de calibration. Donc là, par exemple, on a les données simulées et données observées pour la distribution de la distance de migration en 1999 et en kilomètres. C'est-à-dire quand un ménage a décidé à migrer, quelle est la probabilité qu'il migre entre 0 et 6 km, c'était 12 km, etc. Et donc si on arrive à évaluer notre modèle sur un certain nombre d'indicateurs, ça va nous permettre donc d'évaluer notre modèle et ensuite de l'utiliser pour faire de la prédiction. Donc je vais maintenant passer à une synthèse de mes travaux et aux perspectives. Donc on a répondu à la question de l'initialisation et de la calibration des modèles de microsimulation dynamique stochastique par le biais de 4 questions de recherche. On a tout d'abord proposé un modèle implémenté un modèle permettant de générer une population synthétique à partir de données agrégées. On a ensuite proposé donc, le modèle que je vous ai présenté permettant de simuler un réseau de navettage, là encore à partir de données agrégées. Donc là c'est un travail que je ne vous ai pas présenté mais qui permet donc d'estimer le nombre d'emplois dans le secteur tertiaire pour une municipalité donnée, essentiellement dû à la présence de population. Et enfin, on a proposé donc une méthode pour calcul bayésien approché permettant de calibrer les modèles de microsimulation dynamique stochastique en minimisant le nombre de simulations requises. Donc à chaque fois, pour ces 4 questions de recherche, nous nous sommes adaptés aux données en proposant soit un nouveau modèle, soit en adaptant un modèle déjà existant. Et que nous avons évalué ces modèles indépendamment et nous les avons appliqués au modèle SimVillage. Donc je vais maintenant vous présenter des perspectives. Donc les perspectives concernant la génération d'un réseau de navettage. Donc il faudrait continuer à tester ce modèle sur plus de régions. C'est-à-dire que là nous l'avons fait sur 80 régions. Il sera intéressant donc de regarder si ça fonctionne encore sur d'autres régions. Étudier l'influence de la distance et de la culture. Donc la distance, parce que nous avons utilisé des distances euclidiennes. Ce sera intéressant d'utiliser des distances autoroutières ou des distances en temps de trajet. Et la culture, parce que nous avons utilisé des régions de pays occidentalisés. Il sera intéressant de tester notre modèle sur d'autres types de régions. On pourrait aussi descendre à une échelle plus fine, donc dans une grande ville, à l'échelle de l'arrondissement ou du quartier, et enrichir notre modèle si besoin. Ensuite, évaluer l'estimation du paramètre bêta sur les modèles de gravité, c'est-à-dire regarder si la relation entre bêta et la caractéristique de la région fonctionne aussi sur les modèles de gravité à double contrainte, par exemple. Et enfin, il sera intéressant donc d'évaluer notre modèle sur un cas concret. Donc, par exemple, en épidémiologie, on pourrait imaginer donc regarder la diffusion d'une épidémie sur notre réseau simulé, observer cette même diffusion sur le réseau détaillé et observé obtenu par l'INSEE, et regarder si on obtient les mêmes propriétés de diffusion. Ça serait un moyen d'évaluer notre modèle. Et donc pour la calibration du modèle avec l'ABC, donc ce sera intéressant donc, de comparer les méthodes ABC avec les méthodes des heuristiques d'optimisation classiques pour regarder donc, en termes de nombre de simulations et de résultats obtenus ce qu'on peut obtenir. Ensuite, évaluer le nombre de points nécessaires pour la calibration. Donc là, dans notre cas, on part avec un hypercube latin de 2000 points, un échantillonnage de 2000 points. Est-ce que c'est suffisant pour couvrir l'ensemble des paramètres? C'est-à-dire que si on exécute plusieurs fois l'algorithme, est-ce qu'on ne va pas obtenir des estimations de la densité a posteriori différentes? Et enfin, un petit peu moins dans le cadre des méthodes ABC pour les modèles de microsimulation dynamique stochastique, donc la question de l'évaluation du modèle, c'est-à-dire utiliser la distribution des paramètres a posteriori pour réaliser une analyse d'incertitude sur des indicateurs qui n'ont pas été utilisés dans la calibration. Et enfin, donc, réaliser donc, de la prédiction avec le modèle évalué.
Voilà, je vous remercie pour votre attention.